Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette émission mensuelle d'En direct du Bureau du maire qui, ce mois-ci, ne sera pas en direct du Bureau du maire, mais plutôt du CIO, qui est le musée. Et vous allez me compléter la phrase. Donc, c'est le Centre d'interprétation de l'eau. C'est bien ça, Le Centre d'interprétation de l'eau, qui est un musée qui a ceci de particulier, c'est toute la gestion de l'eau. Alors, le voyage que fait une goutte d'eau, du moment qu'elle quitte la rivière, qu'elle rentre dans nos usines de filtration, se rend dans nos maisons et qu'elle retourne. Et ceci au fil des siècles, au fil du temps. Et ça reçoit, bon an, mal an, environ 10 000 visiteurs. Quand même. C'est situé dans le vieux Sainte-Rose, sur la rue Haute, pas loin de l'église. Et on invite les gens à venir visiter ça. Et il y a toutes sortes d'activités dans le courant de l'année, là. Il y a des activités spéciales, il y a des activités qui est comme un rallye pour des points, faire découvrir la rivière. Alors, c'est riche. C'est un trésor quasiment caché de l'île de Laval. Et c'est pas juste un musée, parce que j'entends des bruits de moteur, donc il y a quelque chose qui se passe ici. C'est quoi? C'est une usine de filtration? Nous sommes à l'intérieur de l'édifice de l'usine de filtration et il y a possibilité de visiter l'usine de filtration. En plus, OK. Qui dessert tous les gens de Sainte-Rose, Fabreville et quasiment le tiers du territoire lavallois. Et on s'alimente sur la rivière des Prairies à ce moment-là? Sur la rivière des Prairies. Et tout ça est expliqué. OK. Bon, bien, à la fin, on va revenir justement pour inciter les gens à venir faire leur petit tour ici au musée, donc au Centre d'interprétation de l'eau. Une bonne idée de sortir du bureau, ça fait du bien. Effectivement. Vous savez, hein, il y a une progression dans mes nouvelles. D'abord, elles sont plus difficiles, puis ensuite, elles deviennent plus faciles. Donc, on regarde ce qui s'est passé depuis le mois dernier, c'est-à-dire depuis le 1er avril où on s'était rencontrés, vous et moi. On est passé du poisson à l'eau, donc on était le 1er avril. Là, on va d'abord, parce que ce que je veux savoir, et c'est à ça que sert cette émission-là, c'est aller au-delà de la nouvelle. Donc, on apprenait le 29 avril dernier que le système de radio de la police de Laval a connu des ratés depuis le début de l'année. À 2 reprises, les policiers ont été plongés dans un inquiétant silence radio. Et il y a même la centrale d'appel d'urgence de Laval qui a eu des problèmes. La Fraternité des policiers de Laval a déposé ou déposera une plainte, dit-on, le 3 mai, au moment où on a donc eu cette nouvelle-là. Qu'est-ce qu'il y a en dessous de cette nouvelle-là, M. Lebert? Bon, écoutez, c'est un nouveau système. Laval n'est pas tout seul. Il y a plusieurs grandes villes qui adoptent ce système-là et nous étions obligés de changer, de moderniser le système et aussi le CRTC qui émet des permis. Pour des fréquences. C'est ça, a annulé certaines fréquences, donc le changement était obligatoire. Ceci étant dit, oui, il y a eu certains petits problèmes, mais qui ne met pas en péril la sécurité des citoyens. Il faut comprendre qu'à l'heure actuelle, la Fraternité des policiers est en moyen de pression, en négociation. Ils ont des inquiétudes concernant leur convention collective et les projets de loi que le gouvernement qui s'en vient avec. Alors, tout ça crée un climat qui a peut-être amplifié de beaucoup cette nouvelle-là. Sinon, les citoyens et citoyennes n'ont rien à craindre en ce moment? Non, absolument pas. Vous pouvez les rassurer là-dessus? Effectivement. OK. 3 mai dernier, lors de la séance justement du 3 mai, il y a le comité exécutif de la Ville de Laval au conseil municipal qui a adopté une nouvelle politique de gestion contractuelle. Celle-ci permet d'exclure du processus d'adjudication des contrats des personnes faisant l'objet de procédures judiciaires intentées par la Ville dans le cadre de la loi visant principalement à la récupération des sommes payées injustement à la suite des fraudes ou de manœuvres dolosiers dans le cadre des contrats publics. On s'en est déjà jasé, vous et moi. Ce qu'on veut, dans le fond, c'est bien encadrer le processus d'obtention de contrats pour, justement, ne pas se retrouver avec des joueurs qui, dans le temps, ont mal joué. C'est un peu ça? Effectivement, mais c'est aussi d'inciter les compagnies ou les personnes qui ont participé à ces manœuvres dolosives-là de participer au projet de loi sur la récupération des sommes qui ont été détournées ou volées des citoyens. Alors, le projet de loi dit qu'il faut s'inscrire, ceci avant la fin du mois d'octobre 2016, et de négocier de bonne foi pour rembourser les sommes qui ont été volées ou tout au moins une partie. C'est un peu comme... j'essaie de voir un peu, monsieur le maire, c'est-tu comme... Je dois de l'argent à l'impôt, je ne peux pas tous les payer, mais je dois prendre une entente avec eux. C'est-tu ça? C'est un petit peu dans le même style. C'est une loi spéciale que le gouvernement du Québec a faite. Et nous, dans notre stratégie, on leur dit, bien, écoutez, si vous n'êtes pas inscrit en date du 31 octobre 2016, on va demander la permission au ministre de vous poursuivre. Si on vous poursuit,
vous n'aurez plus accès à soumissionner. Il faut rappeler que c'est une base de 3 ans. Ville de Laval donne pour environ 1 milliard de dollars en contrat. Alors, s'ils veulent avoir accès à cet argent-là, il faut qu'ils se mettent en règle. Alors, soit s'inscrire, premièrement, s'inscrire au programme, deuxièmement, arriver avec une négociation finale. Sauf que moi, je suis pas sûr que je voudrais faire affaire avec une compagnie qui a déjà été reconnue coupable. Là, ils n'ont pas été reconnus coupables de rien. S'ils sont reconnus coupables, automatiquement, ils seront exclus. OK? Mais il y a 2 choses. Soit reconnus coupables sont exclus, ou soit faire l'objet d'une poursuite au civil de la part de la Ville. Ils seront exclus. Alors, pour éviter les poursuites de la part de la Ville, il faut qu'ils s'inscrivent au programme et qu'ils arrivent avec un règlement. Donc, ils ont tout avantage à trouver... À participer à ça. Et évidemment, notre objectif, c'est pas un objectif de vengeance, c'est un objectif de récupérer les sommes d'argent qui ont été détournées. C'est sûr que si on fait mourir la compagnie, bien, écoutez, on ne récupérera rien. Alors, notre objectif, c'est de récupérer les sommes d'argent qui ont été volées ou détournées des poches des contribuables. Bon, 2 ans après son embauche, Maître Patrice Guay quitte la direction du service des affaires juridiques de Laval pour la Ville de Montréal, où il occupera le poste de chef avocat. Parmi ses priorités avec votre administration, il était dans la pratique, si on veut, de briser les pratiques du passé, d'élever Laval au rang de modèle de transparence et d'intégrité. C'est important, la direction des affaires juridiques de Laval. C'est un joueur clé qui s'en va, là. Il s'en va dans une autre équipe. C'est une très grosse perte pour nous. Nous avions recruté Patrice, qui a une renommée, puis, écoutez, un professionnaliste. C'est une très grosse perte. Et son départ, je dois dire, le déchire beaucoup. Sauf qu'il y a une opportunité sur un plan de carrière. Alors, la logique lui dit d'accepter, mais son cœur, une partie de son cœur qui est toujours à Laval. Et je comprends sa décision, mais on convient tous, c'est une grosse perte vers le Laval. On remplace ça comment, Patrice Guay? Écoutez, nous sommes en processus. Il y a des moyens mis de l'avant par des chasseurs de tête, une firme spécialisée, et on est déjà en mouvement là-dessus. Et Patrice nous a assuré qu'il demeurait toujours disponible pour assurer le bon suivi de tous les dossiers qu'il a entamés. De toute façon, ce qu'il a fait pendant 2 ans reste déjà. Oui, effectivement. Effectivement. Des hausses de salaire de 1,5 pour les maires à travers le Québec, entre autres. Oui. Vous? Votre rémunération globale monte à 167 705 ce qui n'est pas le cas pour les maires de Gatineau, Longueuil, Sherbrooke, Saguenay, Lévis, Trois-Rivières et Terrebonne, qui, eux, toucheront environ 11 000 de moins. Ça fonctionne comment, une augmentation de salaire? Et pourquoi est-ce que vous avez ce traitement-là, M. le maire? Alors, c'est décrété par Québec et c'est au prorata de la population des villes. Alors, nous sommes la 3e plus grande ville au Québec. Alors, j'ai un petit peu moins que M. Labombe, que M. Coderre, évidemment. Et, mais un peu plus que Gatineau et les autres. C'est ça. Et à 1,5, c'est en bas de ce que l'ensemble des employés qui vont toucher environ 2 Alors, ça me paraît raisonnable et c'est pas nous qui le décrétons. Est-ce que ça faisait longtemps que les élus n'avaient pas eu de majoration de salaire? Je pourrais pas vous dire. Moi, ça fait juste 2 ans que je suis là. C'est vrai. Donc, on va dire depuis les 2 dernières années. Effectivement. Vous avez certainement trépigné de joie quand vous avez su que la Caisse de dépôt et de placement du Québec a proposé un projet intégré de transport collectif de calibre mondial, le réseau électrique métropolitain, et ce, 288 jours après sa création. Et là, on parle quand même d'un REM qui, donc, ce que je vous ai dit, qui propose à la fois au centre-ville de Montréal, la rive sud, l'ouest de l'île, rive nord, Deux-Montagnes, et ainsi de suite. On parle quand même d'un service automatisé de 67 km de long, donc sur rail, léger sur rail, 24 stations et en service 20 heures
par jour, 7 jours sur 7. Vous en rêviez de ce projet-là, ou à tout le moins de cette extension-là vers Laval? Mais écoutez, c'est un service qui est important. C'est surtout un nouveau joueur pour développer le transport en commun, qui est la Caisse de dépôt, avec des ressources évidemment énormes. Alors, je vous dirais un premier pas, un pas important de 5,5 milliards, qui va desservir essentiellement l'ouest de la ville, qui est déjà desservi par un autre modèle, et c'est propre, c'est électrique. Alors ça va évidemment dans notre vision. Il y aura plusieurs consultations qui seront faites tout au cours de l'été entre la Caisse de dépôt, Ville de Laval et toutes les villes concernées pour voir les ajustements, le développement et puis tout ça. Est-ce que vous avez des argents justement pour aider ce développement-là à Laval? Oui, le transport en commun pour nous est une priorité. Et il y a plusieurs nouvelles qui s'en viennent et d'autres sur lesquelles on travaille. Alors, oui, et on doit concilier tous les développements. Alors, ça va changer un petit peu notre stratégie. On va s'ajuster pour être complémentaires les uns aux autres. Et je pense que ça fait avancer le dossier très, très bien. En parlant de dossiers qui avancent, la STL va avoir une spécificité qui est une première, je dirais, nord-américaine, peut-être même mondiale. Oui, écoutez, au niveau de la STL, vous savez qu'on a plusieurs projets. Nous avons annoncé une nouvelle qui est importante. C'est notamment 90 des feux de circulation au niveau de Ville-de-Laval seront synchronisés. Mais les feux de circulation et les autobus vont se parler. Okay. Alors, quand un autobus arrive à une intersection, il est en retard, le feu de circulation va lui donner une priorité. Si deux autobus de direction différente arrivent à un feu de circulation puis il y a un conflit, le feu de circulation sait combien il y a de personnes dans chaque autobus et va prioriser l'autobus avec le plus de personnes qui est en retard. Nous avons un plan pour réserver des voies aux autobus, aux véhicules électriques, au transport en commun, de façon à rendre ça de plus en plus intéressant et assurer une meilleure fluidité. Mais ce plan-là, vous allez le décliner en combien de temps pour qu'il soit effectif? Bien, écoutez, il y a un premier pas qui est annoncé là, mais c'est d'une façon constante. Dorénavant, le développement à Laval, de nouveaux artères, sera toujours accompagné avec des pistes cyclables, avec des voies réservées pour le transport en commun, un petit peu comme l'autoroute 19. L'autoroute 19, j'y reviens, c'est la seule autoroute qui est conçue dès le départ avec une voie réservée au transport en commun. Alors, c'est d'une importance capitale et ça offre une belle alternative aux gens par rapport à l'automobile. Il faudrait peut-être le mentionner, ça va créer quelques 7500 emplois directs et indirects et plus de 1000 emplois permanents seront générés à la suite de la mise en service de ce système électrique. Et ce système-là électrique n'aura pas besoin de conducteur. C'est vrai, j'ai entendu ça. Alors, c'est assez innovant et je pense qu'on avance vers le futur et puis un bon service à la population et c'est respectueux de l'environnement. Parlons de votre budget que vous avez déposé, le rapport de votre budget de 2015. Vous avez annoncé un surplus de 30 millions sur un budget total de 750 millions. On fait ça comment, 30 millions? Ça me semble beaucoup. Est-ce que c'est moins? C'est plus que les 2 années précédentes. Il y a plusieurs facteurs. Un, au niveau de notre gestion des prêts, on a eu un meilleur taux d'intérêt qui nous a permis des économies. Les liquidités qu'on a, on a réussi à les placer pour générer un meilleur rendement. Il y a eu au niveau de la prévention des accidents de travail, on a économisé 2 millions juste là. Évidemment, ça, c'est un montant d'argent, mais c'est surtout les êtres humains qui n'ont pas été blessés et le résultat qui est important. On a resserré les mesures administratives et sur l'administration de la ville, encore là, il y a eu une économie de plusieurs millions. Puis, on a été épargné par certaines tempêtes de neige. Par contre, le gel et le dégel ont causé des torts à nos routes qu'il faut réparer. Alors, une grande partie de ça, à peu près le tiers, sera placée pour réparer les routes, les infrastructures routières,
et une autre partie sera injectée pour l'aménagement de nos infrastructures comme les parcs, les arénas, puis Justement, les on y projets. viendra, j'ai des questions là-dessus. Mais le citoyen moyen qui regarde son compte de taxes puis qui dit, ben là, on a fait sur plus de 30 millions, pourquoi est-ce qu'il ne baisse pas mes taxes? Est-ce que vous prévoyez baisser le taux de taxe pour l'année 2017? Notre objectif a toujours été de taxer moins que le coût de la vie. Mais il faut se rappeler que c'est une erreur, même pas une erreur, c'est un différentiel de 3 et les municipalités n'ont pas le droit de déposer un budget qui sera déficitaire. Alors, on n'a pas le droit à ça. Alors là, on a un 3 sur le budget global, ce qui est minime, là. Et si je regarde des villes comme Montréal, c'est encore plus important. Mais pour nous, c'est quand même de taxer d'une façon équitable. Et cet argent-là, il faut se rappeler, elle est toujours réinjectée au profit des citoyens. Est-ce qu'elle va au niveau du déficit? Est-ce qu'on baisse le déficit de la Ville de Laval qui est rendu à combien en ce moment? C'est ça. La dette globale de la Ville de Laval est environ 900 millions. Le Moi, j'ai dit déficit mais vous des avez fonds de pension est C'est ça. 260 millions. C'est ça. Alors, nous, au niveau des fonds de pension, on a injecté des sommes d'argent importantes, baisser le déficit là, baisser les taux d'intérêt qu'on paye, et on a pris les devants pour baisser la dette globale, le remboursement de la dette globale des citoyens. Et ces deux actions-là nous ont permis de sauver sur les taux d'intérêt. Et, Donc, la c'est dette important. baisse. La dette baisse. OK. Il y a aussi, au niveau des revenus de Québec, le Québec a baissé la partie d'argent qu'il donnait aux municipalités. Alors, c'est l'équilibre entre tout ça qu'il faut prévoir. Justement, parlons de prévoir, plan stratégique, vision 2020. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est vos consultations publiques? Vous y êtes arrivé avec une Bible, c'est ça que je comprends? Le plan stratégique, c'est il faut planifier comment nous allons gérer la ville. Sur quelle orientation on va prendre des décisions. Alors, que tous nos services puissent être en ligne et qu'on puisse prendre des décisions dans la même orientation. Mais ce sont les citoyens qui vous ont suggéré ces enlignements-là, non? Toutes les décisions d'orientation que l'on prend, peu importe le chantier, on met à contribution les citoyens dans des assemblées de consultation, par des sondages, par tous les moyens à notre disposition. Alors, le plan stratégique, on s'est donné en premier une vision stratégique urbaine de nature et qu'est-ce qu'on va faire comme changement administratif d'ici 2020 à Ville de Laval? Quels sont nos objectifs de gestion d'ici 2020 à Ville de Laval? Donc, c'est votre Bible à suivre pour les C'est 5 la prochaines Bible années. En que fait, 5 mais 4 prochaines années. Là. C'est ça. C'est la Bible pour l'ensemble des 3500 employés. Avec des échéanciers, j'imagine? Avec des échéanciers, avec des objectifs mesurables. Et là, tout le monde doit faire son budget en relation avec cette vision-là, Quand avec vous ces dites tout le monde, objectifs-là. chacun des services de la ville. Chacun des services de la ville. Qu'est-ce qui ressort? Parce que, bon, la crème va au fond, mais au-dessus, la crème va sur le dessus. Crème. C'est quoi? De quoi les gens se sont plaints ou qu'est-ce qu'ils veulent de plus? Un des objectifs qu'on a dit, c'est le service à clientèle. Alors, si vous êtes en charge d'émettre des permis, c'est comment on peut émettre des permis plus rapidement, que ça soit beaucoup plus simple pour les citoyens ou les entreprises qui demandent des permis. Alors, le service à clientèle, tout le temps. Numéro 1. Si on parle des taxes, c'est comment on gère le ça. service à clientèle. Bien sûr. Si on parle des services de proximité, voirie, col bleu, service à clientèle. Un citoyen a besoin de quelque chose, on s'oriente pour donner le retour le plus rapidement au citoyen, les réponses le plus rapidement au citoyen. La vie culturelle et communautaire, encore là. Alors, un des objectifs très, très forts, on dit, vous faites vos plans, service aux Est-ce citoyens. qu'ils savent, vos employés à la Ville de Laval, que les contribuables ne sont pas juste des contribuables, mais C'est ça. vraiment des gens à qui on doit répondre? C'est nos clients, ce sont les gens qui nous payent, qui payent Ouais. notre salaire. Est-ce qu'ils Ouais. ont cette mentalité-là ou ça y arrive? Et je vous dirais de plus en plus. On est parti peut-être d'un climat morose de je me protège, je m'en foutisse, parce qu'avec évidemment tout ce qu'il y avait eu, les perquisitions, les accusations, les employés avaient perdu leur repère. Là, il y a un climat où nous sommes axés sur le service à la clientèle, sur la transparence, sur la consultation avec les citoyens. Alors,
et c'est l'ensemble de la machine municipale qui embarque là-dedans. Parallèlement à ça, on est en train de faire le schéma d'aménagement. Le schéma d'aménagement, c'est un instrument que le gouvernement nous oblige à faire et on a décidé, nous autres, de faire une consultation. Je vous dirais qu'il y a tout près de 3000 personnes qui ont été mises à contribution. Ça, c'est dire comment est-ce qu'on veut que Laval se développe. Alors, où on va permettre des constructions de tours, où on va limiter ça à l'unifamilial, à du triplex, à du 6 étages, où on a besoin de nos arénas, nos écoles, et comment on va se développer chacun des quartiers. Alors, la personnalité de Duvernay est différente de celle de Sainte-Rose, de Saint-François. Il faut se rappeler que Laval, c'est 14 municipalités qui se sont développées et qui ont une base bien différente. Alors, on veut garder ce cachet-là, garder ces spécificités-là. C'est ça. Et nos citoyens y tiennent. Alors, on a mis les citoyens en contribution et ça, c'est le schéma d'aménagement. Et ça, on peut aller sur Vision 2020 Oui. et avoir tout l'ensemble du portrait des choses qui s'en viennent? Effectivement. Tous nos documents sont publics sur le site de la Ville. Puis j'incite les citoyens, s'il y en a qui ont des idées, des suggestions pour le schéma d'aménagement, il y a des assemblées de consultation dans les différents districts qui sont... Les dates sont affichées, vous êtes invités, ça ne coûte rien. Nous, on sort riche de vos suggestions, de votre expérience, de vos connaissances. Parce que quelquefois, on a le nez trop proche de la forêt. Tu sais, on voit l'arbre, mais on ne voit pas la forêt. Et quelquefois, avoir du recul, et c'est ce que les citoyens ont. Ça peut aider et arriver avec des idées quelquefois très simples, mais qui ont des impacts si grands. Mais écoutez, c'est aussi l'argent des citoyens. Puis on a... Gérer une ville, c'est un juste équilibre entre servir et guider. C'est vrai. Et c'est ça notre mission. L'ENAP a finalement déposé une étude sur la ville de Laval et ce qu'ils ont finalement étudié, et l'ENAP, c'est l'École nationale d'administration publique, c'est bien ça. Ce qu'ils ont finalement étudié, c'est un peu le désastre qui a mené en fait à la résurgence ou à la façon ressuscitée qu'est la ville de Laval depuis. Donc, vous les avez accompagnés là-dedans? Comment vous avez fait ça? Est-ce qu'ils vous ont regardé aller en disant c'était comme ça maintenant, puis c'était comme ça dans le temps, puis c'est comme ça maintenant? Lorsqu'on est arrivés en poste début 2014, l'ENAP nous a approchés. Puis ils nous ont dit, écoutez, nous, on a besoin de cas d'études parce qu'on enseigne ça. Oui, c'est ça. On aimerait que Ville de Laval se prête à l'exercice. Alors, après réflexion, on a dit, wow, ça ne sera pas juste un cas d'étude. C'est pas vrai que vous allez nous observer pendant qu'on fait des erreurs. Alors, on est prêt à vous rémunérer pour nous observer, vous donner toute la latitude voulue pour étudier la situation, mais s'il y a des conseils, vous pouvez nous donner en cours de chemin, on va les prendre. OK. Et là, après plus d'un an d'études sur 27 chantiers différents, l'ENAP nous donne notre bulletin. OK. Alors, c'est des observations d'un œil indépendant, d'experts, de professionnels qui enseignent ça, qui ont commencé par faire un état de situation, les mesures qu'on a mises en place et leurs commentaires et leurs suggestions. Alors, c'est sûr qu'au niveau grand public, c'est pas nécessairement quelque chose qui est attrayant, mais tous ceux et celles qui s'intéressent à l'administration publique, à l'administration municipale, il y a des trésors en tirer là-dedans. des leçons. Effectivement. Et, puis le bulletin, il a l'air de quoi? J'en suis très, très fier. Je me dis toujours, quand tu n'as rien à cacher, que les gens viennent nous observer. Bien sûr. Et quand tu as l'esprit ouvert, puis que ton objectif, c'est d'arriver avec la meilleure mesure possible dans l'intérêt des citoyens, on est ouvert aux suggestions. Okay. Alors, j'en suis très fier. Dernière nouvelle avant qu'on reparle du CIO, c'est la Ville de Laval, l'administration lavalloise qui a déposé le 20 avril dernier au Bureau d'audience publique de l'environnement un mémoire démontrant que la Ville de Laval rejette de façon catégorique le projet de l'Éoduc Énergie-Est. Quelle est votre crainte là-dedans? C'est l'eau, justement? Est-ce que c'est la contamination des eaux, des sols? Qu'est-ce que c'est? Bien, écoutez, c'est un choix de société. On sait que l'exploitation des sables bitumineux pollue énormément l'air, dès le départ.
Et le Canada s'est fixé à Paris, a signé des ententes, le Québec a des ententes, et les municipalités, on nous donne des objectifs pour abaisser la pollution, les gaz à effet de serre, et tout ça. Alors, c'est diamétralement opposé à tous les objectifs qu'on se donne dès le départ. De plus, cet oléoduc-là, c'est le plus gros qui s'est jamais fait. Et ce n'est pas pour remplacer quoi que ce soit, c'est pour ajouter à la production. Donc, c'est un risque supplémentaire, peu importe les risques qui existent. C'est un risque supplémentaire qu'on nous demande de prendre et ça va traverser 800 cours d'eau au Québec, dont les prises d'eau, la rivière ici. Ah oui? Et une grande ville n'a pas les moyens de dire on n'a pas accès à l'eau pendant une journée ou deux. Pensons à Longueuil, quand il y a eu un déversement de diesel dans le fleuve Saint-Laurent, comment ça a été problématique? Pensons que j'ai 15 fois par jour nos pompiers qui sortent. C'est vrai. La proximité des bâtiments, des maisons, je ne peux pas dire il n'y a pas d'eau dans les bonnes fontaines. Bien sûr, c'est ça. Et si on rentre des produits chimiques et du pétrole, c'est tous les tuyaux de la ville desservis qui seront contaminés. Alors, on ne peut pas aller là. Et ma priorité, c'est la sécurité des citoyens, puis il n'y a pas de côté positif à tout ça. Mais est-ce que vous privilégiez à ce moment-là le transport ferroviaire des carburants? Non, parce qu'il va se faire la même chose. Comme j'ai dit dès le départ, ils veulent augmenter leur capacité de production. Si on me disait, on élimine le transport ferroviaire au profit de ça. Écoutez, on évaluerait la situation, mais c'est pas ça. Le transport ferroviaire va continuer à augmenter, plus le pipeline. Le CIO, on finit avec ça, justement, parce qu'on est dans le sujet de l'eau, l'importance de l'eau. C'est un beau musée. Ça garde toute la gestion de l'eau, l'importance de l'eau dans notre société au fil du temps. Alors, j'invite les citoyens à vous rendre sur la rue Haute à Sainte-Rose et à consulter leur site, leur page Facebook, parce qu'ils ont des activités tout le long de l'été et des activités différentes. Et c'est un beau trésor pour les enfants. Alors, venez faire votre tour au musée, le CIO, le Centre d'interprétation de l'eau à Sainte-Rose. Je trouve très modeste, j'ai oublié de dire, puis vous me l'avez déjà dit à plusieurs reprises, que Laval a une cote, combien d'étoiles? L'eau, 5 étoiles à la ville de Laval, et c'est grâce, entre autres, à nos usines de filtration. Monsieur le maire, on se voit le mois prochain au Cosmodome. Oui. OK? Parfait. Merci beaucoup. Merci à vous. Au mois prochain.